Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Simon Cotin-Marx et je suis sociologue, que j'essaye de l'être. Et donc, j'ai écrit un petit livre, Sociologie du monde associatif. C'est pour ça qu'on m'a invité. Et dans ce livre, donc, je fais une synthèse des travaux sur la sociologie, mais aussi, du coup, je parle de mon travail. Et mon travail, c'est de m'intéresser au monde du travail associatif et aux relations des associations avec les pouvoirs publics. Du coup, c'est plutôt à ce deuxième thème que je vais vous parler, parce que, comme vous allez voir, forcément, les associations sont en interaction en permanence avec ces pouvoirs publics qui sont parfois détestés, mais qui sont aussi parfois des partenaires. Alors, je vais commencer par faire une petite histoire rapide là, du monde associatif. Donc, il est né à partir de... on va dire qu'il y a une date officielle, c'est la loi 1901, qui crée le contrat d'association et qui permet à des personnes de s'organiser librement autour d'un projet désintéressé. Mais le monde associatif va connaître un boom plutôt dans la deuxième partie du XXe siècle, et notamment à partir des années 50. Et en gros, dans les années 50, il y avait des familles ou des personnes qui s'associaient pour répondre à des besoins sociaux qui étaient non satisfaits. Et notamment, ça va être le cas, par exemple, des familles de personnes handicapées qui vont s'organiser pour créer des lieux d'accueil pour ces personnes. Et dans les années 50, l'État aussi va se transformer, on dit qu'il devient social, et il va dire à ces familles, écoutez, ce que vous faites, c'est intéressant, vous répondez à un besoin social, pour nous, c'est de l'intérêt général. Et du coup, l'État va se mettre à financer des initiatives qui étaient à la base des initiatives privées. Voilà, des problèmes sociaux qui sont... Le monde associatif a fait naître des problèmes sociaux, les a posés dans l'espace public, et l'État va se mettre à les financer. Et ça, dans les années 50 à 70, donc du coup, l'État va financer tout ce qu'on appelle le secteur sanitaire et social, qu'on connaît encore aujourd'hui. Dans les années 80, on va dire le partenariat entre les associations et les pouvoirs publics, il va changer. Parce qu'il va y avoir tout ce qu'on appelle la décentralisation. En gros, l'État va confier certaines de ses missions aux collectivités territoriales, et ces collectivités territoriales vont confier la mise en œuvre des politiques publiques aux associations. En gros, il va y avoir énormément d'argent qui va tomber sur les associations pour agir sur des secteurs assez divers, l'environnement, l'éducation, l'insertion, la lutte contre le chômage. Donc du coup, à partir des années 80, il va y avoir un véritable boom du salariat associatif. On va passer de 600 000 salariés dans les années 80 à 1,8 million en 2010. Voilà, donc nous ce qu'on voit, c'est que le monde associatif s'est énormément développé, en tout cas en termes d'emploi, mais aussi économiquement, grâce au soutien de l'État. Et donc là, je vais venir à un sujet peut-être qui vous intéresse un peu plus, c'est qu'à partir de 2008, vous en rappelez peut-être, il y a eu une crise économique. Et à partir de cette crise économique, les relations entre pouvoir public et associations vont changer. Avant, les associations étaient subventionnées par les pouvoirs publics, donc l'État ou la région, le département. Et c'était subventionné, c'est-à-dire que c'était des associations qui proposaient un projet et qui, au nom de ce projet, du projet qu'elles avaient défini elles-mêmes, elles étaient financées par la puissance publique. Mais à partir de 2010, on va voir qu'il y a un changement de logique. Cette logique de subvention, elle va petit à petit disparaître, et on va passer à une logique de marché public. C'est-à-dire que c'est les pouvoirs publics qui vont définir quelles sont les priorités. Et c'est du coup, les associations ne vont plus être porteurs des projets, mais vont être simplement des prestataires, ou des outils de politique publique. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que ce changement, ce passage de la logique de subvention et une logique de marché public, ça va avoir plein de conséquences sur le monde associatif. Notamment, les petites associations employeuses, notamment, elles vont être mises en difficulté, elles vont disparaître au profit de plus grosses qui ont plus de capacité pour répondre à ces marchés publics. Parce que répondre à un marché public, c'est assez compliqué, il faut mettre beaucoup d'énergie pour y répondre, il faut remplir une tonne de dossiers et ensuite remplir des évaluations. Donc du coup, ça demande des professionnels. Donc du coup, en gros, les petites associations employeuses vont être en difficulté au profit des plus grosses. Aussi, comme je vous le disais, cette logique de marché public, ça déplace l'origine du projet. Le projet va moins venir des associations, mais plus des pouvoirs publics qui vont définir quelles sont les priorités. Bon, à la limite, c'est pas forcément très problématique, parce que c'est des gens quand même à la tête des collectivités qui sont élus, mais bon, en tout cas,
ça pose un souci. Mais alors surtout, il y a cette logique de marché public, elle va être aussi parfois utilisée par les pouvoirs publics pour limiter les capacités politiques des associations. Et du coup, je voudrais citer un exemple, c'est celui de la CIMAD, pour illustrer ça. Donc la CIMAD, pour ceux qui, je pense que vous connaissez, c'est une association qui vient en aide aux migrants, qui est une très vieille association, je pense qu'elle a presque un siècle, peut-être que je me trompe, mais donc très militante. Dans les années 80, quand la gauche arrive au pouvoir avec François Mitterrand, donc elle a été très critique de l'accueil des migrants en France. Enfin, disons qu'à l'époque, il y avait des prisons, mais qui étaient complètement informelles. Enfin, il n'y avait pas du tout... Enfin, c'était pire qu'aujourd'hui, quoi. Tout était dans l'informel, il n'y avait pas de contrôle des centres de rétention. Et du coup, la CIMAD était très critique par rapport à ça, et l'arrivée au pouvoir de la gauche, la gauche au pouvoir va répondre à ce problème. Donc, en créant quelque chose que la CIMAD ne voulait pas, mais bon, qui était mieux que la situation d'avant, qui était les centres de rétention administratifs. Donc les centres de rétention administratifs vont être créés au début des années 80, sauf que, et là du coup c'est un gouvernement de gauche, bon, ça veut dire quelque chose encore à l'époque, et le ministre de l'Intérieur c'était Pierre Joxe, et il demande à la CIMAD d'intervenir dans les centres de rétention administratifs comme contre-pouvoir. C'est-à-dire à la fois pour faire du soutien juridique aux personnes enfermées, mais aussi pour avoir un regard critique sur ce qui se passait là-dedans. On demandait, le gouvernement du coup a financé cette association, voilà, pour faire de l'aide juridique, mais aussi pour critiquer l'action finalement de la police dans ces centres. Voilà, donc c'est une logique très démocratique, c'est-à-dire qu'il y a un pouvoir et on fait naître un contre-pouvoir pour le critiquer. Tout ça, ça va être remis en cause sous Sarkozy, qui était le président en 2007, et de son ministre de l'Intérieur, qui était une horreur, enfin qui est toujours une horreur d'ailleurs, ce qui est toujours bien, qui est Brice Hortefeux. Et lui, donc tout le travail de contre-pouvoir, de critique que faisait la CIMAD, il va vouloir y mettre fin. Et pour y mettre fin, du coup, il va dire, bon voilà, la CIMAD avait le monopole de l'aide juridique dans les centres de rétention administrative, et ben, je vais mettre fin à ce monopole et je vais lancer un marché public. Je vais mettre les associations en concurrence pour faire ce travail. Et voilà, donc c'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure de la logique de passage de subvention à un marché public, c'est que la logique de marché public, ça sert aussi de cette manière politique, c'est-à-dire si une association ne plaît pas au pouvoir, au commanditaire, ben, du coup on peut l'écarter. Donc du coup la CIMAD va être mise en concurrence avec d'autres associations pour faire ce travail donc, de soutien juridique dans les centres de rétention administrative, dans les CRA. Et évidemment, le monopole de la CIMAD va être cassé. C'est-à-dire que plusieurs associations vont répondre au marché public, et alors que la CIMAD était toute seule à faire ce travail avant, je crois qu'il y a eu 5 associations qui vont commencer à faire ce travail. Bon, sauf que la logique de Brice Hortefeux a un peu raté, dans le sens où les associations, évidemment, elles étaient divisées parce que pour accéder finalement à l'argent public, mais en même temps, elles se sont mis d'accord pour continuer à faire le travail de critique et donc de contre-pouvoir. Et du coup, elles se sont associées pour faire le rapport annuel sur les conditions d'accueil dans les centres de rétention administrative. C'est-à-dire qu'il avait raté son coup avec son premier marché public, il a raté son coup, c'est-à-dire qu'il n'a pas réussi à casser la parole associative, la parole politique, la parole critique. Bon, Brice Hortefeux est un peu coriace, il est très très méchant, donc il a lancé un deuxième marché public, et cette fois, il s'est dit, bon je vais mettre encore une fois en concurrence les différents acteurs associatifs, mais cette fois-ci je vais baisser les moyens. C'est-à-dire que, il a baissé de 20% l'argent attribué pour faire le même travail. Et là, pour beaucoup d'associations qui sont employeuses, c'est-à-dire ne pas répondre à un marché public, c'est-à-dire licencier ses salariés. Ça pose quand même des problèmes éthiques. Et du coup, la plupart des associations vont y aller. Mais la CIMAD va résister, elle va dire, non, nous on refuse d'aller sur ce marché si on n'a pas les moyens de faire notre travail correctement. Et elle va refuser, elle va se mettre d'accord avec les autres associations du secteur, et personne ne va répondre à un des lots qui était proposé.
Finalement, la CIMAD va obtenir la revalorisation, voilà, d'avoir autant d'argent que nécessaire pour faire son travail. Donc ça, c'est chouette. Mais malheureusement, donc, du coup, elle avait plusieurs lots. Enfin, le marché public sur la France était divisé en 5 lots, elle en avait 2, et elle va perdre un de ces lots, elle va devoir licencier ses salariés. Donc l'enseignement que je retiens de ça, c'est les rapports au pouvoir public. On voit bien que les pouvoirs publics, donc, ils ont finalement le pouvoir, enfin ceux les commanditaires, donc quand ils commandent quelque chose à une association, évidemment ils ont le pouvoir presque de la faire taire. Donc on voit bien l'influence qu'il y a sur les pouvoirs publics sur les associations. En même temps, les associations, même si elles sont employeuses, elles ont leur liberté, la liberté de dire non. Et la CIMAD, c'est une des rares associations, en tout cas que j'ai étudiées et que j'ai rencontrées, qui a préféré défendre son projet plutôt que l'emploi. Voilà, son projet, c'est d'avoir un rôle de contre-pouvoir plutôt que de défendre ses parts de marché. Est-ce que c'était clair? Ok, très bien. Bon, du coup, je ne sais pas si vous avez du temps, mais je voudrais vous parler d'une deuxième chose qui est en lien aussi avec la première, mais peut-être qu'il vous parlera plus, parce que là, c'est à propos d'associations qui sont plus militantes, enfin qui sont sans salariés, et des associations qui viennent en aide aux migrants. Et du coup, là, je vais plutôt citer les travaux d'une sociologue qui est très intéressante, qui s'appelle Mathilde Pett, et qui a travaillé sur les guichets d'immigration. Et elle, ce qu'elle montre, c'est que les associations militantes qui viennent en aide aux migrants, aux demandeurs d'asile, même si elles ne reçoivent pas de financement de la part des pouvoirs publics, elles sont quand même sous leur influence. Enfin, voilà, y a quand même un rapport qui joue avec eux, dans le sens où le travail militant, enfin, d'accompagnement, d'aide, de soutien aux sans-papiers, il est forcément lié au cadre juridique qui s'impose. Et elle, ce qu'elle montre dans ses travaux, c'est que les militants, du coup, même s'ils ont une position assez contestataire au début, contestataire de l'ordre établi, de la loi, et qui veulent la changer, en faisant ce travail d'accompagnement, finalement, ils vont un peu rentrer dans un moule. Voilà, leur travail va se routiniser, se juridiciser. Voilà, enfin, le travail des militants va être de plus en plus juridique. Voilà, on va être dans les tribunaux. Il va se formaliser, et finalement, au dépend de la dimension contestataire et du temps aussi passé à faire de la contestation. Donc c'est un peu une sorte de piège, si on veut. C'est on conteste l'ordre, on veut aider les personnes, et en même temps, du coup, on est obligé de rentrer dans un cadre. Et ce cadre, en fait, finalement, c'est quelque part faire un peu déjà le travail de l'administration. Parce que du coup, les militants préparent les dossiers pour l'administration. Voilà, et du coup, ça pose question sur cet équilibre en gros entre contestation, qui en même temps va être efficace et utile. Et moi, c'est une association là, que j'ai rencontrée, qui est une association de gays et lesbiens, et qui vient en aide aux migrants qui se déclarent, enfin, aux demandeurs d'asile qui se déclarent victimes de discrimination, de discrimination en raison de leur orientation sexuelle. Et cette association, donc, qui vient en aide donc, du coup, aux gays et lesbiens, demandeurs d'asile, finalement, elle va travailler, elle va aider ces personnes à constituer leur dossier pour se défendre. Mais elle va, donc ça c'est chouette, c'est formidable, c'est de l'engagement, mais en même temps elle va avoir un rôle aussi, finalement un peu d'auxiliaire de police. C'est un peu violent de dire comme ça, mais dans le sens où elle va aussi avoir le rôle de vérifier si les personnes sont bien gays ou lesbiens. Et, parce que voilà, c'est aussi la mission que leur a confiée le ministère de l'Intérieur, même si c'est quelque chose qu'ils font de manière bénévole, c'est de défendre voilà, les personnes de leur communauté, voilà, et pas les autres, quelque part. En gros, ils font un travail de est-ce que leur demande est légitime ou non. Voilà. Et du coup, je trouve que c'est un bon exemple de... Finalement, ils font un peu le travail de l'administration, mais sauf qu'ils le font de manière militante et au nom d'une cause et d'un projet. Et voilà, voilà. Bon, c'est pas du tout pour juger cette association, hein, parce que c'est des gens formidables qui aident... qui aident énormément de monde. Mais voilà, on voit bien cette tension, et en fait, personne n'est à l'abri de cette tension. C'est ce que montre Mathilde Pett. Hein, quand on fait un travail juridique, on le fait au dépend du travail contestataire qu'on pourrait faire, et du changement de monde qui pourrait devenir. Voilà. Je
sais pas si vous avez des questions. Est-ce qu'on prend les questions maintenant ou est-ce qu'on fait l'ordre des autres? Non, on peut prendre des questions relatives à l'intervention. Ouais. Peut-être pas de questions. Je peux poser la question comme ça. Merci, déjà c'était super intéressant. Parce que c'est vrai qu'on voit bien la tension, on voit tout le temps cette tension entre engagement, comment est-ce qu'on pèse plus en mettant en compte qu'on est si en début. Est-ce que toi, de par tes travaux, est-ce que tu as un avis sur la question? Est-ce que pour avoir des associations militantes, peut-être en dehors de la participation plus institutionnelle et des associations plus institutionnalisées, est-ce que tu as un avis sur la question? Est-ce que tu penses que certaines associations vont trop loin, s'institutionnalisent trop, légitiment ce système, et du coup perdent en contestation, et du coup la contestation stagne? Est-ce que tu penses que ça va dans ce sens ou pas? Donc en gros, c'est vrai que quand on regarde le monde associatif, souvent on divise un petit peu en gros, on dit il y a des associations gestionnaires de politiques publiques, et c'est vrai que ces associations-là, souvent, elles vont être pas forcément à la pointe de la contestation, ni des plus radicales, parce qu'elles détiennent des financements publics. Parce que voilà, forcément, elles sont, voilà, c'est cette logique des marchés publics, c'est cette logique voilà, de prestataire. Donc c'est vrai qu'un prestataire qui gueule contre son commanditaire, oui, c'est sûr qu'il peut perdre des parts de marché. C'est l'exemple de la CIMAD. Mais en même temps, l'exemple de la CIMAD montre que certaines associations peuvent faire le choix, enfin, parce que pour beaucoup d'associations, je ne parle pas de trucs comme, je ne sais même pas si Adoma, bref, il y a des associations qui n'en sont plus, ouais, qui sont des sortes d'entreprises, il n'y a plus de projet. Mais voilà, donc c'est ambigu parce que voilà, du coup, l'exemple de la CIMAD montre que voilà, du coup, la radicalité, enfin, certaines associations peuvent faire le choix de défendre leur projet. Et finalement, il y a quand même chez les associations gestionnaires, les grosses structures, il y a quand même des mouvements, des mobilisations, de la contestation. Et ça ne sera pas forcément aussi radical qu'une association complètement militante, mais ce n'est pas forcément lié à ces liens avec la puissance publique, parce que c'est des cultures différentes. Les grosses associations sont souvent d'origine chrétienne, protestante, avec une culture plutôt pas forcément du conflit. Et les associations qui ont une culture du conflit sont rarement devenues très grosses. Après, pour donner un autre exemple, par exemple celui de la Fondation Abbé Pierre, qui est une association qui est très radicale finalement dans ses actions, qui publie chaque année un rapport annuel sur le mal logement, qui est quand même assez atterrant, qui pointe du doigt les pouvoirs publics. Cette association, pour avoir sa liberté de parole, en effet, elle a fait le choix de ne pas avoir de subventions publiques et d'être complètement indépendante. Et du coup, c'est que des dons de particuliers qui financent cette structure. Mais donc, du coup, elle est plus libre pour parler, mais en même temps, il faut faire attention parce que aller chercher des sous du côté du privé, enfin, ça a d'autres contraintes. En fait, d'un côté, il y a les contraintes du public, c'est-à-dire que l'État ne veut pas qu'on le critique, mais du côté du privé aussi, quelles sont les attentes, qu'est-ce que ça amène à faire que d'aller chercher cet argent privé? Je pense déjà, ils passent énormément de temps et d'énergie à aller chercher cet argent. Ça pose question, c'est qu'ils passent peut-être 30% de leur temps, 30% de leurs moyens qu'ils reçoivent, ils vont le réutiliser pour aller chercher d'autres sous. Ça pose question. Et parfois aussi, pour gagner leur indépendance, certaines associations vont vendre des prestations. Et ça aussi, ça pose question parce que du coup, ton public peut changer. Voilà, donc du coup, la question est assez compliquée, dans le sens... Pardon, vas-y, pas de souci. Moi, je voulais plus rebondir sur l'association dont tu parlais qui aide les personnes LGBT pour obtenir des papiers. Enfin, je pense que tu parlais d'une association qui aide à obtenir l'asile. Enfin, ça fait un peu écho à notre expérience au pôle LGBT du BAM. On se fait souvent reprocher de desservir la cause LGBT en accompagnant des gens dans leur demande d'asile qui, aux yeux de certaines personnes, il n'est pas crédible qu'ils soient LGBT. Et en gros, ce que je voulais dire, c'est que en tant que militant, on s'est souvent posé la question, mais en fait, on ne peut pas savoir si quelqu'un appartient à la communauté LGBT, c'est pas quelque chose qui se prouve. Et par ailleurs, dans la demande d'asile pour la Convention de Genève,
il suffit de craindre des persécutions. Et il se peut très bien qu'une personne ne soit pas LGBT, mais craigne des persécutions parce que d'autres personnes pensent qu'elle appartient à cette communauté. Donc en fait, je voulais juste dire que je suis tout à fait d'accord avec toi sur le travail de tri en amont de l'État qui peut être fait par certaines associations. Et voilà, juste rappeler que du coup, ce tri, non seulement c'est participer au travail de l'État, alors que c'est souvent des politiques qu'on critique, mais par ailleurs, même si on voulait le faire parce que ça nous semblait pertinent, ce qui ne nous semble pas, mais même si ça nous semblait pertinent, on ne pourrait pas le faire d'une façon où on est sûr de dire toi t'es LGBT, toi t'es pas LGBT. Donc non seulement ce tri il est dégueulasse, mais en plus il est forcément inopérant, quoi. C'est tout. C'est un truc qui en fait découle de l'offre à elle-même, qui demande non pas de prouver les persécutions ou les menaces dont on peut être victime, mais de prouver l'homosexualité, ce qui ne devrait pas être le cas. Enfin, l'homosexualité, la bisexualité, l'orientation sexuelle. Moi j'avais une question, dans toutes les associations que tu as vues, donc là tu nous as dit il y en a qui sont financées par des subventions publiques, celles qui refusent les subventions publiques, donc il y a les adhésions des bénévoles j'imagine, les dons, mais ça effectivement c'est hyper chronophage d'aller les chercher. Est-ce que tu as vu d'autres moyens de se financer, enfin comment tu as... Voilà, quels sont les autres moyens d'aller se financer Alors, en fait c'est un peu un serpent de mer dans le sens où parce que quand même, là globalement, c'est pas qu'il y a moins d'argent public, mais l'argent public stagne, il n'y en a pas plus, il y a de plus en plus d'assauts et de plus en plus de besoins sociaux. Et du coup, les associations, elles vont chercher, on va dire, non pas du côté du public, mais du côté du privé, des ressources. Donc ça, toutes les associations sont dans cette réflexion-là, pour gagner en indépendance, notamment. Et les ressources, en gros, les grosses ressources, ça va être le don, le mécénat, les cotisations, et ensuite la vente de prestations, de biens et de services, quoi. C'est ça, c'est comme ça qu'on trouve de l'argent. Je ne sais pas si... Et après, les grandes associations qui vivent avec, par exemple, essentiellement avec de l'argent privé, ça va être des associations comme la Fondation Abbé Pierre, Greenpeace, qui aussi qui récolte carrément de sous. Vous avez tous vu peut-être les recruteurs de donateurs dans la rue, qui marchent pour la Croix-Rouge et pour d'autres structures. Ça coûte cher. Ça coûte cher, c'est 30% de l'argent qui est récolté sert à payer le service d'aller recruter. Donc c'est un choix politique aussi qui pose question, mais après, il paraît que c'est très efficace par rapport aux campagnes par exemple, que fait Amnesty, qui envoie des lettres à tout le monde, qui fait des campagnes sur Internet. C'est important, mais ça marche moins bien. Voilà, je sais pas, j'avais 20 minutes. Oui, moi j'avais une question parce que justement tout à l'heure tu parlais de la CIMAD et tu expliquais leurs activités depuis la création d'ECRA. Moi j'aurais voulu savoir, parce qu'en fait finalement je connais pas très bien l'histoire de l'association La CIMAD, ce qu'ils faisaient avant en fait, avant la création d'ECRA, quelles étaient leurs principales activités. Enfin je suppose que c'était juridique, mais qu'est-ce qui fait que c'est cette association-là qu'on a mandatée qu'on a désignée pour aller dans l'ECRA, et aussi, je ne sais pas si par hasard, tu as dit qu'avant l'ECRA, c'était quelque chose de complètement informel. Est-ce que tu pourrais développer, si tu peux? Oui, alors, moi je ne suis pas un spécialiste de ces questions, mais alors du coup pour la CIMAD, en gros, ils se sont créés, alors si je ne me trompe pas, c'était la Seconde Guerre mondiale, et c'était venir en aide aux personnes qui étaient sur les routes, quoi, qui n'avaient plus de pays. Voilà, donc ça a toujours été une association très militante et très proche de la gauche. Et c'est pour ça, notamment, il y avait une proximité du coup avec le Parti Socialiste qui arrive au pouvoir en 81. Et c'est pour ça, très militant, très proche de la gauche. Les gens qui sont dans les premiers gouvernements de Mitterrand, c'est des gens qui ont milité dans ces structures-là aussi. Et du coup, ça explique en partie pourquoi c'est la CIMAD, qui avait déjà une certaine visibilité, qui a toujours été une association assez importante, symboliquement, en plus en termes de bénévoles. Voilà, la CIMAD faisait ce travail d'aide aux demandeurs d'asile, aux migrants. Voilà, j'en sais pas plus, c'est peut-être à eux qu'il faudrait leur demander. Et après, sur qu'est-ce qu'il y avait avant l'ECRA, il n'y avait rien. En fait, il y avait des personnes qui étaient enfermées, mais c'était complètement arbitraire.
Voilà, donc du coup, en fait, les CRA s'est donné un cadre juridique, un cadre légal, en fait, à une pratique qui existait déjà avant. C'était voilà, encore une fois, la CIMA ne demandait pas ça, mais c'était une amélioration par rapport à la situation précédente où il y avait, voilà, enfin, les gens étaient enfermés, mais sans aucun cadre légal.